AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre la charge mentale des étudiants, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec votre invitée, la journaliste et scénariste Catherine Rambert. C'est une cause qui vous tient à cœur, Muriel. Oui, énormément. En France, les études de l'Observatoire de la vie étudiante révèlent que 30% des jeunes en études supérieures souffrent d'anxiété et que 20% présentent des symptômes dépressifs. Des chiffres alarmants qui illustrent l'ampleur de la détresse psychologique chez les étudiants. Des troubles exacerbés par des parcours académiques exigeants, en particulier dans les classes préparatoires, où la compétition et le rythme intense laissent peu de place au repos et au recul. En comparaison, certains pays européens comme les Pays-Bas et l'Allemagne, avec des systèmes éducatifs plus souples et moins élitistes, observent des taux de troubles mentaux plus faibles chez les jeunes. Dans ces pays, les étudiants peuvent se former à leur rythme, la pression n'est pas associée à un parcours académique unique, comme en France, où l'accès aux grandes écoles et la validation de diplômes prestigieux restent encore largement perçus comme les seuls chemins vers la réussite professionnelle. Et à cette pression académique s'ajoute souvent celle exercée par les familles. Selon l'INSEE, 70% des parents espèrent que leurs enfants atteindront des niveaux de formation supérieurs aux leurs. Cette exigence limite les choix des jeunes, souvent enfermés dans des trajectoires, éloignés de leurs véritables souhaits, de leurs aspirations. Évidemment, ce désir des parents est compréhensible, mais il impose une attente supplémentaire, une crainte omniprésente de décevoir ou d'échouer. Si la culture française de la performance produit des cerveaux que le monde entier nous envie, cette course à l'excellence contribue à instaurer un climat de pression excessive et étouffant pour nombre de jeunes en quête de sens et d'équilibre. Plus de fluidité, plus d'exploration personnelle, une réforme des critères de recrutement pourrait favoriser la diversité des talents. Tenir compte des expériences variées, des qualités humaines, des activités extrascolaires, de l'adaptabilité permettrait aux jeunes de se projeter avec plus de sérénité dans leur avenir. Dans les pays scandinaves, de plus en plus d'entreprises valorisent l'intelligence émotionnelle, l'implication, accordent moins d'importance au prestige d'une école ou d'un diplôme spécifique. Alors, pourquoi pas une ouverture des mentalités de cette nature en France, une approche plus ouverte de la réussite, où chaque étape ne serait pas vécue comme un moment décisif et anxiogène, une vision holistique qui ne s'accrédite plus le diplôme comme seule preuve de compétence. Il est temps d'offrir à nos jeunes talents la possibilité de s'épanouir, de tracer leur propre chemin sans compromettre leur bien-être mental. Réussir sans sortir de sa zone de confort, c'est publié chez First. C'est l'un des derniers ouvrages, en tout cas, de votre invitée Muriel, puisqu'on accueille Catherine Rambert sur Sud Radio. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, scénariste, autrice de plusieurs ouvrages, dont la collection Petite Philosophie. Vous intervenez également en enseignement supérieur ou en école avec une méthode action et résultats sans risque. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour Catherine. Bonjour Muriel. Alors, pourquoi avoir ressenti la nécessité d'écrire ce livre qui est quand même à contre-courant des approches classiques du dépassement de soi ? Eh bien, comme vous l'avez dit dans votre billet d'introduction, j'ai pris conscience de l'énorme pression que subissaient les jeunes. Il se trouve qu'en effet, je suis journaliste et j'interviens régulièrement dans des écoles d'enseignement supérieur où j'enseigne à la fois un peu de développement personnel et puis je travaille aussi sur les médias à des jeunes étudiants qui ont entre bac plus 4 et bac plus 5. Donc ce sont des étudiants sérieux qui ont accompli un parcours universitaire satisfaisant et qui ont tous les atouts pour rentrer dans le monde du travail. Et j'ai découvert que ces étudiants, comme vous le disiez, sont très angoissés et très inquiets sur leur avenir, sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, et notamment sur leur propre épanouissement. Et j'ai réalisé, c'est grâce à eux que j'ai réalisé, parce que dans mes interventions, je les challenge sur ce qu'ils veulent être, sur leurs challenges, leurs envies, qu'ils ont de grandes peurs. Et souvent, revenaient dans leurs phrases, ah, je devrais faire ça pour arriver à mon objectif, je devrais sortir de ma zone de confort. Et lorsqu'ils disent cela, vous savez, quand on s'adresse à des gens, il y a le verbal, hein, c'est-à-dire ce que je vous dis, il y a le non-verbal et le paraverbal. Et ils ont un langage non-verbal et paraverbal, c'est-à-dire à la fois dans leur intonation de voix, dans le souffle qu'ils ont, dans la gestuelle, ils ont une intonation paraverbale et non-verbale qui trahit une grande angoisse. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce principe de zone de confort, parce que cette injonction « sors de ta zone de confort pour réussir », eh bien, c'est une croyance limitante. Vous savez ce que c'est qu'une croyance limitante ? C'est quelque chose à quoi on croit,
sans l'avoir vérifié. C'est-à-dire que c'est culturel, on vous a éduqué à sortir de ta zone de confort, il faut que tu fasses des efforts, que tu te mettes en danger. Donc on le tient pour vrai et quand on le fait pas, on est culpabilisé. Et alors c'est quoi cette zone de confort? Est-ce que c'est avant tout une zone de confiance et de compétence ou c'est un espace sécurisant où on peut se ressourcer? Comment vous définissez la zone de confort? C'est exactement ce que vous avez dit, c'est un espace sécurisant de compétence et de confiance. Et quand on nous dit sors de ta zone de confort, ça veut dire qu'on nous invite à nous mettre en danger. C'est une imposture? C'est en tout cas une posture totalement dépassée. Cette notion-là de sortir de sa zone de confort, elle a été créée au début du siècle dernier, dans les années 1930 ou 40, à l'époque où le monde était simple et binaire. Et à l'époque, sortir de sa zone de confort, ça voulait peut-être dire, tiens, change de métier. Mais aujourd'hui, on fait que ça, changer de métier, changer d'entreprise. Ça voulait dire, tiens, change de ville, va habiter ailleurs. Mais aujourd'hui, on fait que ça. On vit dans un monde VUCA, volatile, incertain en anglais, complexe et ambigu, qui fait peur aux jeunes, et leur proposer de se mettre encore plus en danger, ça leur procure un stress terrible. Et quand je leur dis, plutôt que de sortir de ta zone de confort, si tu l'élargissais, eh bien on retrouve une sérénité. Oui, alors c'est ce que j'allais vous demander. Comment ils réagissent à ce discours ? Ils sont très soulagés. Franchement, on leur dit tous les jours, tu dois être le meilleur, tu dois être le plus fort, tu dois réussir. Il est hors de question que tu ne réussisses pas tes diplômes. La vie est assez difficile comme cela. Alors, avec ce discours qui est un peu à contrario de ce qu'on leur enseigne, comment réagissent-ils ? Ils réagissent très bien parce qu'ils réalisent que cette injonction, en fait, les paralyse. Et quand tu leur expliques, je leur explique qu'ils ont toutes les ressources en eux-mêmes, dans leur zone de confort pour progresser, et qu'il faut activer à la fois les compétences que l'on a. D'ailleurs, il faut savoir qu'on a fortement, surtout quand on est jeune, on est fortement tenté de dévaloriser nos propres compétences. C'est-à-dire qu'on dit, oh ben non, mais je sais faire ça, mais ça sert à rien. Mais non, liste tes compétences, sur quoi tu peux appuyer pour progresser. Et quand je leur dis, mais c'est pas la peine, il faut juste que tu actives tes ressources personnelles et tes compétences. Vous parliez des soft skills tout à l'heure, activer les soft skills, active une zone d'apprentissage, active une zone de projet et de progrès, eh bien, ils sont très soulagés. Alors, vous leur dites aussi, ce qui est un peu à contrario de ce qu'ils font au quotidien, cessez de perdre du temps sur les réseaux sociaux. En quoi l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut-elle constituer un frein à la réussite? Vous leur donneriez quoi comme conseil? Eh bien, quand on propose à quelqu'un de réussir sans sortir de sa zone de confort, quand on a dit ça, il faut proposer des méthodes. Il y a plein de méthodes extrêmement efficaces qui permettent de se démultiplier en posant une action et un résultat. Effectivement, il y a plusieurs conseils que je leur donne. Le premier, oui, c'est d'arrêter de procrastiner sur les réseaux sociaux en perdant du temps, parce que la procrastination, c'est une peur. Quand on procrastine, ce qu'on ne veut pas y aller, c'est qu'on a peur de l'obstacle. Donc, il faut savoir, dès qu'on procrastine, pourquoi on n'y va pas. Et se réfugier sur les réseaux sociaux est parfois un refuge. Je leur explique aussi qu'il y a des tas de méthodes. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est la méthode Kaizen. C'est une méthode chinoise. La méthode du pas à pas. Et c'est une méthode de changement en douceur. Et le changement en douceur, plutôt que l'injonction de sortir de sa zone de confort, le cerveau enregistre les méthodes douces. Il comprend quand vous lui dites fais un pas vers ça, construis ton projet et progresse. Et je leur apprends aussi une technique que j'aime beaucoup, c'est à déplier le temps. Savez-vous, chère Muriel, que quand on programme sa journée, quand on la séquence, eh bien, elle paraît bien plus longue que quand on se lève et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Bon, ça, je vais l'appliquer, parce que moi, je trouve que les journées sont beaucoup trop courtes. Eh bien, vous allez le déplier. Je leur explique ceci. Je leur parle aussi de la méthode SMART. Oui. La méthode SMART, ça consiste à définir un objectif qui est bon pour soi. Coachs. Exactement, qui est bon pour soi. Parce que aussi les jeunes, vous le disiez également dans votre billet, ils ont tendance à vouloir faire plaisir. Ils ont un driver dans l'analyse transactionnelle. On dit qu'ils ont des drivers. Fais plaisir à tes parents, fais plaisir à tes professeurs. Donc là, je les renvoie à ce qui leur fait plaisir à eux, pour qu'ils se développent eux-mêmes. D'ailleurs, je leur dis, quand je me présente à eux, je leur dis, vous n'êtes pas à l'âge où vous réduisez tout au possible, vous êtes à l'âge de vous déployer, où tout est possible. Vous avez toute la vie après pour renier sur vos objectifs et vos ambitions. Alors, et le early morning, se lever tôt pour démarrer la journée de manière productive, ça, vous le recommandez aussi. Alors, quand on est étudiant, peut-être parfois jeune parent, c'est pas si facile que ça, le early morning. Alors, il y a tellement de méthodes pour évoluer en douceur, en restant dans sa zone de confort et sans se mettre en danger, que j'en propose une quinzaine dans mon livre. Le early morning, en effet, quand on est jeune parent, c'est peut-être compliqué, mais par contre, c'est une méthode redoutablement efficace que moi, j'applique personnellement
énormément. Je me lève tous les jours entre 5h30 et 6h. Bravo. Et la journée paraît tellement longue et tellement... et comme moi, je parlais de déplier le temps, et on a tellement de choses à faire et tellement de ressources dans ce temps-là. Et je les invite aussi à se trouver des créneaux pour eux et à s'aménager du temps. Je leur dis aussi un truc très juste. Ils ont tendance à se perdre dans des contextes qui ne sont pas les leurs. Je leur dis, attention, sois maître de ton navire, mais pas de l'océan. Voilà, progresse-toi pas à pas et ne cherche pas des excuses, ne regarde pas le contexte. Donc on revient sur le Kaizen un peu. Et puis alors, il y a aussi cette notion qu'on a beaucoup de mal à appliquer, étudiant ou pas d'ailleurs, c'est cette question entre le prioritaire et l'urgent. C'est une distinction pas si évidente. Pourquoi est-ce que c'est utile de différencier ces deux notions et quels conseils pour ne pas se laisser submerger par ce qu'on considère comme étant des urgences au quotidien ? Alors, c'est vrai que c'est un dilemme de choisir ce qui est prioritaire et ce qui est urgent. Il y a une méthode très simple que je détaille dans mon livre, très très simple, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Le fameux général Eisenhower, qui avait mis cette matrice au point pour distinguer l'urgent de l'important, du très urgent du pas important. Et quand on place ce qu'on a à faire dans ces cases-là, eh bien, on sait immédiatement gérer nos priorités. Le principal fait que l'on échoue, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est parce qu'on ne sait pas prioriser nos urgences et ce qui est urgent est important. Donc, je leur explique aussi qu'il faut poser des actes et qu'il faut progresser pas à pas et qu'il faut commencer et finir ce que l'on a commencé. Parce qu'on est très fort en général pour commencer, mais jamais pour finir. Et alors, vous dites aussi qu'il faut absolument sortir du triangle dramatique des excuses. Vous avez identifié 3 grandes catégories d'excuses. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas ma faute, ça on l'entend très souvent, ou je n'ai pas eu de chance. Ces comportements, ce sont des obstacles à l'épanouissement. Alors, comment on se libère de cela ? On se libère de ça en se responsabilisant. C'est-à-dire, quand on dit c'est pas ma faute, c'était pas le moment, j'ai pas eu de chance, ce sont des excuses pratiques et faciles pour se dédouaner de nos propres responsabilités. Si c'était pas le moment, pourquoi tu n'as pas trouvé le bon moment ? Si c'est pas ta faute, qu'est-ce qui a fait que c'est pas ta faute ? Et si on cherche des excuses, c'est un échappatoire. Donc je leur dis, pour sortir de ce triangle, il faut se responsabiliser. On dit aussi en coaching devenir adulte, c'est-à-dire arrêter de se comporter en enfant, parce que quand on est dans le triangle dramatique des excuses, on se comporte en enfant et on devient adulte. Quand on sort de ce triangle, on apprend aussi à tirer des leçons de ces échecs, parce que j'ai un chapitre dans mon livre que j'ai appelé « Inspirez-vous des perdants ». Et non pas des gagnants. Oui, alors la culture de l'échec en France, c'est quelque chose de difficile. Autant aux États-Unis, c'est une vraie valorisation, autant chez nous, on a du mal avec ça. Et d'ailleurs, on ne nous raconte que des histoires de gagnants, que les belles histoires, que les réussites magnifiques. Or, il y a tellement à apprendre des échecs que je dis à mes étudiants, avant d'échouer vous-même, inspirez-vous des échecs des autres, c'est déjà plus facile et plus pratique, pour ne pas les reproduire également. Et donc, effectivement, on sort du triangle dramatique aussi en apprenant de ces échecs et en intégrant le fait qu'un échec est une leçon. Alors, il y a une histoire que j'aime beaucoup, que vous donnez dans votre livre. C'est cette professeure de psychologie qui, devant un amphithéâtre comble, commence son cours sur la gestion du stress. Elle tient un verre d'eau à la main, elle se lève et elle demande aux étudiants, à votre avis, combien pèse ce verre d'eau ? Vous poursuivez l'histoire ? Mais oui, effectivement, c'est une professeure qui tient un verre d'eau à la main et qui dit combien pèse ce verre d'eau. Alors, les étudiants disent 15 grammes, 30 grammes, ils lancent des chiffres comme ça. Et elle dit, le verre d'eau va peser d'autant plus lourd que je le garderai longtemps à la main. C'est-à-dire, quand on ne règle pas un problème, eh bien, il s'amplifie. Si vous réglez un problème tout de suite, ça reste un petit problème. Si vous ne le réglez pas, eh bien, le verre d'eau devient de plus en plus lourd. J'adore raconter ce genre de fable à mes étudiants, également comme la fable des gros cailloux, parce qu'on voit pareil dans leur non-verbal et paraverbal s'illuminer leur regard et ils comprennent que leur parcours passe par cette posture adulte où on règle des problèmes, où on apprend de ses échecs, où il n'y a pas de honte à échouer et surtout, ils vont apprendre à démultiplier leurs compétences, ça va les déstresser en restant dans leur zone de confort. Dès que vous dites à quelqu'un « reste dans ta zone de confort, tu as toutes les ressources, que penses-tu de ça ?» Ils sont extrêmement soulagés. Et vraiment, je vais contre ce postulat, contre cette imposture, vous le disiez tout à l'heure, ou cette posture qui consiste à dire « sors de ta zone de confort ». Cette formule, c'est un bijou de rhétorique parce qu'elle est extrêmement culpabilisante. Et quand vous n'en sortez pas, vous dites « mon Dieu, donc c'est pour ça qu'il ne m'arrive rien, que je ne vais pas réussir ». Mais
quand on vous donne cette injonction, vous ne savez pas, il y a plein de gens qui sont sortis de leur zone de confort et qui ont échoué. Vous donnez des exemples d'ailleurs dans votre livre ? J'en donne un certain nombre et je vous dis un truc, je raconte une chose très simple aussi. On parle, vous savez que c'est un petit peu des méthodes de coaching, ce que l'on dit, le coaching a été inventé au départ pour les sportifs. Et un sportif, on sort des JO, les sportifs de très haut niveau ne sortent jamais de leur zone de confort. Un sportif qui sort de sa zone de confort échoue, se blesse et ne peut pas réussir. Un sportif, il ne fait que élargir sa zone de confort en s'entraînant chaque jour un peu plus, en se musclant, en faisant les exercices, mais il ne sort jamais de sa zone de confort. Donc, quand on vous dit « sors de ta zone de confort », n'ayez pas peur de dire « non, je ne vais pas en sortir, je vais me contenter de l'élargir, ça va être beaucoup plus efficace ». Oui, une autre façon de dire, ça serait capitaliser sur vos atouts et pas sur vos défaillances ou pas sur vos faiblesses. C'est à peu près... Exactement. Ça ressemble aussi au phénomène de la zone de confort. Exactement. Et ça donne aussi beaucoup de confiance à ces jeunes qui ont beaucoup de pression, comme vous le disiez, qui ont la pression de réussir leur vie, de trouver un travail, de répondre aux attentes de leurs parents, de leurs professeurs, de leurs propres injonctions. Et donc, ça les soulage et ça les décontracte beaucoup de comprendre qu'ils ont toutes les ressources en eux-mêmes et qu'il faut qu'ils arrêtent de ne pas se faire confiance. Nous arrivons à la fin de cet entretien et je vous remercie, Catherine, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous, Catherine Rambert. Réussir sans sortir de sa zone de confort, c'est publié chez First. C'est votre dernier ouvrage. On vous dit à bientôt sur Sud Radio. Merci. Puis à bientôt également, ma chère Muriel. Vous revenez dimanche prochain. Absolument. À dimanche prochain, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.